Sí. Sprechen Sie Deutsch? Nada. Nada. Nada, nada. Je me trouve à Poçoso, entre la Cordillère des Andes et l'Amazonie, au cœur de l'unique communauté autrichienne du Pérou, loin des fracas touristiques de Cusco et du Machu Picchu. Je suis en plein cœur du salar de Uyuni, ici dans les gorges du Roussia Acaba. Alors je suis en Anatolie. On vient d'arriver au sommet des mines de soufre. Enfin, bien sûr, je suis ici à Ismanger, c'est sur le village d'Elisabeth National Park. Là, on est arrivé. Alors je suis ici dans le Wadi Rum. Alors, je suis à Gamon, là, sur l'acropole. Voilà, je suis au Kurdistan irakien. En cette journée d'avril, j'anticipe l'effervescence de la Semaine Sainte en prenant le bus depuis Lima jusqu'à la ville de Chachapoyas. Le temps paraît s'écouler au ralenti durant les 24 heures qui nous séparent de la capitale. Au cœur de la province d'Amazonas, Chachapoyas est une ville paisible et authentique. Et c'est aussi d'un véritable centre de gravité aux différentes richesses naturelles ou archéologiques de la région. Durant près de 5 jours, j'arpente les environs au moyen de modes de transport variés, alternant avec de petites randonnées. Alors, je suis dans le nord du Pérou, l'une des provinces parmi les moins touristiques du pays et qui pourtant regorge de sites archéologiques mettant en valeur une culture mystérieuse, celle des Chachapoyas. Alors, je suis en train de marcher vers un site assez peu connu qui s'appelle Revache, qui sont plusieurs maisons colorées, des mausolées colorés qui sont situés et qui sont accolés, adossés à la paroi abrupte de la falaise. Alors je me situe juste devant la Cataracta, la cascade de Gorta, l'une des plus hautes du monde et la plus haute du Pérou, puisque ces deux chutes ensemble mesurent de 800 mètres de haut. Et comme on le voit, les nuages commencent à grignoter sur la falaise et dans quelques instants, la pluie va boucher complètement le paysage. Et ainsi est le nord du Pérou en pleine saison d'été. Le sentier s'enfonce dans la végétation tropicale. Je rejoins le pied de la cascade percé par la danse voluptueuse des mouvements de l'eau accomplissant sa longue chute. Perchée à plus de 3400 mètres d'altitude, la citadelle de Cuelap domine la vallée. L'imposance et le gigantisme de ses murailles contrastent avec la finesse de motifs caractéristiques à la culture Chachapoyas. Pourtant, la restauration bâclée met en péril l'équilibre de cette Machu Picchu du Nord qui menace de s'effondrer. À l'écart de ces sites incontournables, d'autres merveilles me procurent plus d'émotions. Alors je suis à Cararia, l'un des nombreux sites de sarcophages de la culture Chachapoyas qui sont isolés en plein cœur des falaises. Le site est assez impressionnant, mais n'a pas résisté aux attaques successives des pilleurs de tombes. La province d'Amazonas foisonne de mille autres mystères, de momies aux sites inviolés. En moins d'une semaine, je suis envoûté par cette région verdoyante. Je dois maintenant commencer à pédaler. La route étroite se faufile dans une vallée luxuriante, avant de s'élever au-dessus des nuages au terme de plusieurs dizaines de kilomètres d'ascension. Au loin, la route semble serpenter vers un nouveau col d'altitude. Sur la route entre Chachapoyas et Cajamarca, les cols sont assez nombreux. Et on descend notamment au fond des gorges du Rio Marañón à 1000 mètres d'altitude pour monter les cols entre 3500 et 4000 mètres d'altitude. Heureusement, c'est asphalté et au bout de 50 km de montée, c'est quand même dur. Plus d'une journée sera nécessaire afin d'atteindre le prochain sommet. Puis je vous propose d'aller découvrir le cuy, ce plat typiquement andin qui est en fait du cochon d'Inde rôti. À la base, c'était un plat populaire qui est devenu, au fil des siècles, un plat de luxe. Mais à Cajamarca, province dont il est originaire, le cuy reste encore assez accessible.
montées et descentes se succèdent dans un décor de plus en plus minier. L'or du Pérou. L'expression est d'autant plus appropriée à la région de Cajamarca, qui est connue pour ses mines, qu'elles soient d'or, de cuivre ou d'étain. Ces mines ont donné naissance à plusieurs cités minières, comme derrière moi, Quirubilca. Aquí son minas de qué? Oro, sacan, no, cobre. Cobre sí sacan, oro también sacan. De esto sacan acá, de esta piedra. Alors, dans une région aussi pastorale, nul doute que la seconde spécialité, c'est son fromage, le queso mantecoso, un fromage plus ou moins gras dont la texture s'apparente presque à celle du beurre. Et son goût est celui d'un fromage situé entre le chèvre et le minster. Selon moi, ça reste le meilleur du Pérou. Le temps vire à nouveau aux orages et je poursuis ma longue descente vers l'océan. Alors, Trujillo a beau être l'une des plus grandes villes du Pérou, elle a néanmoins su garder une certaine tranquillité et son charme colonial, notamment grâce à ses balcons et ses maisons colorées qui jouxtent la place d'Armes, la place centrale. Ville tampon entre le désert et le Pacifique, Trujillo est l'une des plus belles villes du Pérou. Ses maisons de couleurs pétillantes alternent jaune, rouge ou encore bleu céleste. Deux sites incontournables de civilisations différentes et pourtant intrinsèquement mêlées encerclent la ville. Centre administratif de l'Empire Moche, le temple Huaca de la Luna surmonte le désert du haut de son millénaire passé. Alors il s'agit selon moi de l'édifice le plus imposant du Pérou. Ces frises colorées de plusieurs dizaines de mètres de haut en font un site unique en Amérique du Sud. Les fouilles archéologiques ne concernent que la Huaca de la Luna, mais tout laisse à penser que d'autres frises à peu près identiques ont été retrouvées derrière moi dans la Huaca del Sol, qui reste encore toutefois interdite au public. Les temples ont été peu à peu abandonnés à la fin du premier millénaire, les Moche laissant place aux Chimu, qui instituent leur centre administratif quelques centaines de mètres en contrebas, dans l'actuel site archéologique de Chanchan. L'immensité de ce temple en adobe aux frises travaillées contraste avec le rayonnement des couleurs des temples Moche. L'ensemble de ces sites font de la région l'une des provinces les plus archéologiquement riches du Pérou, ce qui semble profiter aux nombreux petits artisans de céramique de la ville. Trujillo est aussi l'un des centres gastronomiques du Pérou. La cuisine vive et maritime, les fameux ceviche à l'arroz con mariscos, est une explosion de saveurs. Après plus de 2 jours à sillonner les indénombrables richesses de Trujillo, je poursuis ma route vers la Cordillère Blanche. En quittant l'axe principal, que j'escamote en bus, je me dirige dans une longue vallée étroite, désertique et colorée. La fin de l'enchaînement d'une quarantaine de tunnels étroits m'indique les portes de la Cordillère Blanche. Enfilant les sommets à plus de 6000 mètres d'altitude dans un îlot monolithique et longiligne, la Cordillère Blanche détonne de par son somptueux isolement. Dans les lacets menant aux 4200 mètres de la Laguna Parra, les nuages recouvrent les cimes. Pourtant, le ciel se dévoile, me laissant le temps d'apercevoir les plus hauts sommets, tels que le Huandoy, la pyramide de Garcilaso, qui arque majestueusement le bleu émeraude du lac artificiel. Du haut de ces 6000 mètres, le tétraèdre de l'Arte Central, encore recouvert de glace, aurait inspiré le logo du plus ancien studio hollywoodien. Le ciel se couvre à nouveau et je fais rebrousse chemin. Autour de la piste, les femmes cultivent le maïs qu'elles font sécher au seuil de leur maison avant de le vendre dans les marchés de la vallée. J'atteins Yungay, véritable belvédère sur les immenses glaciers entourant l'un des plus hauts sommets des Andes. Le Huascarán est à la fois le gardien et le bourreau de cette ville. En 1970, suite à un violent tremblement de terre, une
partie de ces pans se sont décrochés et sont descendus à plus de 200 km/h dans une gigantesque lave torrentielle rasant le village de Yungay, devenu un cimetière de près de 22 000 personnes. Je suis ici sur l'un des sentiers les plus parcourus du Pérou, puisqu'il s'agit du sentier qui mène à la Laguna de Santa Nueve. Aujourd'hui, le temps n'est pas forcément au beau fixe, mais j'espère qu'on va quand même y voir quelque chose. Entouré par les glaciers, les couleurs électriques de la Laguna de Santa Nueve éclairent le lac de sa splendeur qui inspire à la contemplation, même si les lieux n'échappent pas au tourisme. La saison des pluies s'éternise dans les Andes et je décide de rentrer sur l'Yuma en bus le temps de quelques jours pour mieux repartir à l'assaut de la cordillère centrale. C'est la troisième fois que je me rends dans la cordillère Pariacaca, l'un des plus beaux massifs du Pérou, mais aussi l'un des plus injustement oubliés. Sur ses flancs, je pousse mon vélo à travers les 4 cols, tous situés entre 4600 et 5000 mètres d'altitude, sur une piste minière parfois abandonnée et caillouteuse. Au loin, j'aperçois les premières cimes enneigées. L'isolement total s'intensifie et offre des lieux de bivouac uniques et inoubliables. Alors je suis en plein cœur de la cordillère Pariacaca, aussi belle que méconnue. C'est la troisième fois que je me rends sur les pistes qui entourent cette cordillère et jamais je n'ai aperçu la présence d'un autre touriste. Et pourtant, c'est une région qui mérite à être reconnue, d'autant plus que, à part la beauté de ses paysages, elle est parcourue par l'un des plus beaux et l'un des plus importants chemins Inca du Pérou. Parmi les lagunes célestes et les glaciers, se distingue nettement dans le ciel le triangle sacré du Pariacaca, qui semble arbitrer l'ensemble de la cordillère. Sur ces hautes terres, les lamas sont plus nombreux que les hommes et m'offrent des scènes pastorales atypiques et apaisantes. Je ne peux hélas pas en dire autant de la soupe de mâchoire de lama. Les nuages s'épaississent et les averses parsèment mes journées. De retour sur la route asphaltée, je jongle rapidement d'un massif à l'autre en direction du Huancurucho. Cette montagne secrète d'une beauté insoupçonnée s'isole des hauts plateaux et des axes principaux. Pourtant, je ne distinguerai jamais entièrement la montagne que les nuages enrobent d'une teinte de mystère. Une piste en construction coupe la montagne par un long et étroit tunnel. Au fur et à mesure de la descente, la jungle succède aux hautes pampas. La nouvelle piste n'est pas encore terminée et je dois porter et pousser mon vélo sur un chemin ancestral inattendu et parfois vertigineux en compagnie des communautés. ¿Y cuándo va a tener la carretera? 2 años más. 2 años más. Sí. Y ahora el camión Inca. Arriba allá. Y ahora el camión Inca no se va a utilizar más, entonces. Ya no, ya no. Pura movilidad ya. Les escaliers de pierre du chemin Inca s'enfoncent quelques kilomètres dans une végétation luxuriante. La descente se poursuit dans des paysages incroyablement verdoyants avant de bifurquer sur une piste chaotante. La jungle alterne entre canyons, cascades, puis pâturages bucoliques. J'atteins Posuso, petit village paisible aux portes de l'Amazonie. C'est ici, au cœur de nulle part, qu'ont immigré au milieu du 19e siècle plusieurs centaines de Tyroliens et de Prussiens, vivant reclus jusque dans les années 50. J'ai atteint l'ultime but de mon voyage. Je dois déjà rentrer. Dans quelques jours, je serai en Islande. Loin de l'effervescence de Cusco, du Machu Picchu ou encore du lac Titicaca, le nord du Pérou est surprenant de contrastes et de richesses aussi bien archéologiques que naturelles. Des mystères des Chachapoyas aux communautés allemandes recluses aux portes de l'Amazonie, le nord du Pérou et la cordillère centrale offrent des voyages hors du temps et des sentiers battus, loin du tourisme de masse. Après plus d'1 an passé en Amérique du Sud, je quitte le Pérou avec le sentiment d'un pays fragile, multiples visages, que son développement frénétique et schizophrène transforme irrémédiablement. Cependant,
certains de ces secrets paraissent encore pouvoir demeurer de longues années.